Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Parole de paix, une émission hebdomadaire qu'on peut écouter tous les vendredis sur Radio Caraïbes Nancy 90.7 de 17h à 18h. Et il y a également deux rediffusions et des rediffusions dans l'année. Parole de paix est une émission proposée par plusieurs associations nancéennes, on peut le dire. Je vais citer toutes les associations, ou peut-être avant, on va peut-être présenter les personnes autour de la table. Nous avons Yves qui est présent. Bonjour Oui, Yves. oui, c'est moi. Donc Yves, Voilà. tu représenteras dans Parole de paix deux associations. Effectivement, donc Yves Le Bragnier-Qui, je représenterai l'association l'Union juive française pour la paix. Et puis le mouvement, c'est pas une association, c'est un mouvement pour une autre voie juive. Voilà, les deux. Alors, une autre association qui est co-organisatrice de l'émission Parole de paix, c'est Survie avec Fares. Oui, bonjour, je représente Survie-Lorraine. Bonjour Fares. On aura aussi régulièrement, pour construire Parole de paix, la SPS avec Sarah, Oui, c'est notamment. ça. Oui, donc ASPS, Association de solidarité avec le peuple sahraoui. Et également dans les associations qui co-organisent cette émission, il y a l'AFPS. Voilà, qui est l'association France-Palestine Solidarité. Je suis donc Patrice Christ, l'ancien président, enfin je l'étais du groupe local jusqu'au mois de juin. Et normalement, pour le reste des émissions, ça sera Alain Desmarais, notre président, donc qui assurera donc la présence et la participation à cette émission. Et puis également, moi, Stéphane Tabourin, le mouvement de l'objection de conscience fait aussi partie des associations qui ont fondé cette émission, qui en est à sa huitième Oui, saison. oui. Donc cette émission de rentrée, on avait décidé d'en faire une émission un peu de présentation des différentes associations. Et puis d'ailleurs, peut-être que dans l'année, d'autres associations se joindront à nous pour construire ce programme sur Radio Caraïbes. Et donc on va un petit peu parler, chacun va un petit peu présenter son association. Et puis sa participation à cette émission qui traite des questions de paix, de conflits sur Radio Caraïbes tous les vendredis de 17h à 18h. On commence par l'association France-Palestine Solidarité. Patrice, tu es d'accord? Oui, d'accord. Voilà, donc l'association France-Palestine Solidarité, je vais essayer de la présenter brièvement. C'est d'abord la première association nationale en termes d'importance sur le territoire français, donc une association de solidarité avec le peuple palestinien. Donc au niveau national, on représente un peu plus de 5000 adhérents. Donc on est de façon assez harmonieuse répartie sur le territoire français. On a à peu près donc une centaine de groupes locaux. Et là, je fais partie donc du groupe local, l'association France-Palestine de Lorraine Sud. Alors notre combat, c'est avant tout un combat donc de solidarité avec le peuple palestinien. Et disons, la base véritablement de notre combat, c'est le droit international. C'est-à-dire que nos actions, l'ensemble de nos actions de solidarité avec le peuple palestinien ont pour base ce droit international, parce que sans lui, on ne peut pas arriver donc à une paix juste et durable. Donc on est là véritablement pour soutenir les Palestiniens, pour soutenir la Palestine, mais on ne soutient pas, étant donné qu'on est une association, donc des hommes politiques palestiniens en particulier. Donc c'est vraiment un soutien général. Alors donc, en quoi consistent nos activités? On a des activités qui ont lieu à la fois au niveau local et qui ont lieu à la fois donc sur le terrain en Palestine. Donc pour la Palestine, on a en fait donc trois domaines dans lesquels on intervient. Donc on soutient d'abord une association qui s'occupe de jardins d'enfants dans les camps palestiniens du Liban. Cette association s'appelle le Najdé. On la soutient depuis quasiment donc une vingtaine d'années. Donc ça, c'est l'occasion aussi de permettre donc aux petits-enfants palestiniens d'avoir un peu des bouffées d'oxygène et puis d'avoir quelque chose qui ressemble à une enfance. On soutient aussi donc la ludothèque du camp de réfugiés de Khan Younis, donc qui se trouve dans la bande de Gaza. Et là aussi donc cette ludothèque donc fournit différentes activités et aussi donc quelque chose qui ressemble à une enfance, donc à peu près donc 500 petits-enfants gazaouis. On a aussi, donc, sur place, on organise des missions de façon régulière, c'est-à-dire que là, cette année, on a encore organisé une mission en Palestine et en Israël, c'est-à-dire qu'on couvre à la fois donc des contacts avec des associations donc palestiniennes qui soutiennent donc les droits de l'homme et puis donc la lutte pour les droits historiques du peuple palestinien à l'indépendance. Et une partie de la mission se déroule aussi en Israël. On a des contacts avec des ONG, donc avec différentes associations palestiniennes israéliennes qui œuvrent donc avec les Palestiniens donc pour arriver à la paix.
Et enfin, donc, on a des projets de développement. Donc, l'avant-dernier projet de développement concernait donc un petit village qui s'appelle Wadi Fukin. Oui. Et donc, on est intervenu dessus donc 4 ans, 5 ans, à hauteur de plus de 140 000 euros. Alors, pour présenter Wadi Fukin, il faut savoir que c'est un petit village et que c'est une espèce d'enclave. Donc, on essaie d'imaginer un fer à cheval. Et la partie la plus étroite du fer à cheval, l'ouverture, on a une route qui passe. Et donc, le fer à cheval, ça se correspondrait donc à la situation géographique de Wadi Fukin. Et tout autour, vous avez une énorme colonie israélienne qui descend au fur et à mesure dans la vallée et qui commence donc à mordre sur les terres. C'est-à-dire, on est particulièrement inquiet pour nos amis de Wadi Fukin parce qu'on espère pour eux, avec tous les moyens qu'on a à disposition, de faire de telle sorte qu'ils puissent continuer à vivre, mais la pression de la colonisation est véritablement énorme. Vous aviez parlé à ce micro de pollution de l'eau, des colonies proches qui balançaient leurs eaux sales sur Wadi Fukin. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois dans Parole de paix. Oui, il est revenu plusieurs fois et disons, ça a été vraiment très très loin. C'est-à-dire que les colons sont descendus jusque dans les bassins de rétention d'eau, donc armés, de façon à décourager donc les Palestiniens, les agriculteurs de Wadi Fukin, à pouvoir donc vaquer à leurs activités agricoles. Donc c'est une situation qui est tout de même assez dure. Alors pour Wadi Fukin, on continue à avoir des relations donc avec la mairie, avec les coopératives de Wadi Fukin. Et là donc suite à la mission qu'on a faite au mois d'avril, on a un projet de développement dans la ville de Beit Dajan. Beit Dajan, c'est tout au nord de la Cisjordanie, c'est près de Jénine. Et là, il s'agit aussi, toujours le problème de l'eau, de l'accès à l'eau. Et là, on a un projet qui prévoit la construction de 40 citernes d'eau qui vont servir donc sur l'ensemble de l'année à constituer des réserves pour la consommation domestique des familles. Et là aussi, c'est véritablement urgent parce qu'il y a des pénuries d'eau qui sont orchestrées par l'État israélien, donc par l'occupation israélienne. Et ça veut dire que les Palestiniens eux-mêmes qui ne manquent pas d'eau, manquent d'eau à cause de l'occupation. Là aussi, c'est un projet qui vient à peine de démarrer. Et là, on en a aussi à vue d'œil à peu près pour 80 000, 100 000 euros. Le projet devrait se développer sur 4 ans. Donc la FPS porte au niveau national. Donc tous les groupes, je le dis pour les auditeurs qui voudraient venir vous rejoindre et participer à ces actions-là, donc portent au niveau national des projets d'aide concrets à des villages en Palestine. Oui, totalement. La première façon de résister à la colonisation, mais c'est d'abord d'occuper le terrain. Occuper le terrain, ça veut dire que donc c'est des projets de coopération. Ces projets de coopération, ils servent à maintenir une activité professionnelle, une activité économique et à maintenir donc les Palestiniens sur place. Voilà. Et puis on a enfin donc les missions. Si des gens sont effectivement donc intéressés pour voir la Palestine et voir Israël d'une autre façon, donc c'est pas des voyages touristiques, ce sont de vrais voyages militants. Et c'est des voyages dont on ne sort pas indemne. On a toujours donc un avant et on a un après. Voilà. Le temps passe, je vais passer donc au deuxième volet. Alors, on ne fait pas seulement donc on a des choses pour la Palestine, donc sur place en Palestine, mais on essaie aussi de faire connaître le combat des Palestiniens sur place. Et pour ça, donc, on a différentes campagnes. Donc, la campagne la plus connue, c'est ce qu'on appelle la campagne BDS, donc la campagne boycott des investissements, sanctions. Donc, elle vise le boycott des produits qui sont issus de la colonisation, parce qu'il faut savoir que lorsqu'une puissance militaire, qu'un État occupe un autre pays, les lois internationales prévoient qu'il n'a pas le droit de vivre sur le pays. Or, on a le développement de cette colonisation. Donc, à l'heure actuelle, en Cisjordanie, 3,5 millions d'habitants, on a 500 000 colons. Et ça veut dire qu'on a une pression véritablement énorme et qu'on demande le boycott des produits qui sont issus de la colonisation. Alors, la campagne BDS, aussi, c'est des investissements. Des investissements, donc le second volet de la campagne s'adresse aux banques parce qu'il y a un certain nombre de banques d'assureurs français, Crédit Agricole, AXA, et d'autres donc qui investissent directement ou indirectement dans les colonies. Donc on veut mettre fin à cet investissement-là parce que c'est un véritablement frein pour la paix. Et enfin donc le troisième volet, c'est le volet étiquetage, c'est-à-dire que l'Union européenne, il y a 2 ans, donc a voté une loi qui rend obligatoire l'étiquetage de tous les produits qui sont issus de la colonisation. Et à l'heure actuelle, donc le gouvernement traîne les pieds depuis 2 ans et a même réussi à suspendre cette loi
Donc on voit de quel côté le Non gouvernement français. le gouvernement français penche à l'heure actuelle. Et là, on demande, dans un premier temps, que cet étiquetage soit fait, c'est-à-dire que sur un produit issu de la colonisation soit marqué donc produit en provenance des colonies israéliennes. Bon, vous voyez ça, en général, on n'achète pas, quoi. Donc, il n'y a pas photo. Ça sera un premier pas pour arriver à l'interdiction totale de ces produits. Donc il faut exiger que l'étiquetage se fasse. Voilà, sauf que cet étiquetage, en général, n'existe pas. Donc, si vous voyez un produit made in Israël, vous avez de très fortes chances pour que ce produit-là ne soit pas uniquement made in Israël, mais aussi made in Palestine, et qu'il soit donc fabriqué. Moi, je pense aux dates Medjool, par exemple. Voilà, on va en parler après, voilà, pour faire une petite annonce. Et là, par exemple, c'est des dates qui viennent de la vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain, et donc, elle est complètement occupée, quoi, donc, par l'armée d'occupation israélienne. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est Donc là, c'est un appel à la population d'être sensible par les achats. On peut aider en suivant les campagnes BDS. On peut aider à la justice pour les Palestiniens. Ah oui, totalement. Et puis ce qu'il faut dire aussi pour la petite histoire, c'est-à-dire que ce modèle de lutte non violente qui est basé sur le boycott, ça vient donc du temps de l'apartheid, du temps de Mandela, de l'Afrique du Sud. Les oranges Et, voilà. Et il y a 10 ans, 15 ans à peu près, il y a 150 ONG et associations palestiniennes donc, qui ont opté pour une lutte non violente, une lutte aussi sur le long terme, et qui appellent au boycott. Donc, soyez vigilants si vous nous écoutez. Et n'achetez pas les produits de la colonisation. Vous les achetez, vous renforcez automatiquement la colonisation, quoi. Donc, et dans le doute, abstenez-vous. Vous voyez Made in Israël. S'il y a un doute, vous n'achetez pas, quoi, tout simplement, quoi. Patrice, est-ce que tu peux donner des coordonnées si des auditeurs veulent se joindre à des actions? Parce que je crois que régulièrement sur Nancy, il y a des campagnes, régulièrement il y a des rassemblements, régulièrement il y a des tractages devant les magasins ou devant les banques, je me souviens l'an dernier, oui. Pour dénoncer le soutien objectif d'organisations françaises. Le Crédit Agricole, entre autres, voilà, il ne faut pas le nommer. Voilà. Et donc si des auditeurs souhaitent rejoindre l'AFPS, il y a un site, il y a des coordonnées, tu les as de tête. Bon, après. Voilà, je veux dire, le mieux, si on veut contacter l'AFPS, c'est d'envoyer un mail donc à afps54 @laposte.net. Et on répond en général très, très rapidement, on reprend contact, voilà, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et en général, à partir du moment où on est contacté, on a la liste d'adhérents, on a une énorme liste de sympathisants, 1500 personnes à peu près. Donc, dès qu'il y a une action, un film, un débat ou n'importe quoi, on envoie automatiquement l'information à tout le monde. Et puis régulièrement, dans Parole de paix, comme la FPS en fait partie, des informations sont données, des dossiers sont traités pour aller plus au fond d'une des questions sur lesquelles vous travaillez. Donc une belle présentation. Je propose qu'on passe à Yves. Yves, est-ce que tu peux nous présenter, à la suite de la FPS, l'Union juive française pour la paix et le mouvement Une autre voix juive? Oui. Tu peux le faire. Oui, Il peut le faire. Vis-à-vis des auditeurs, ça veut dire qu'on aura parlé longtemps du conflit israélo-palestinien. On aurait peut-être pu passer à d'autres assos avant, mais bon. Toutes les organisations qui sont pour Parole de paix, on est à peu près solidaires. On est solidaires avec les uns des autres. Parce que... Et de toute façon, le conflit israélo-palestinien, c'est quand même un sac de nœuds insupportable auquel il faudrait qu'on mette fin. Voilà. Oui. C'est vrai, il y a beaucoup d'arguments pour. Alors, moi, j'appartiens donc à deux mouvements, je l'ai dit tout à l'heure, l'association l'Union juive française pour la paix, qui a été créée à Paris en 1994. Et j'ai quelque part, j'ai pris attendez, j'arrive. Qui sommes-nous là, voilà. J'ai pris la charte de l'UJFE parce que c'est quand même le meilleur moyen de voir. Je ne vais pas vous bassiner 2 heures avec ça. Mais voilà ce que dit la charte que vous pouvez retrouver bien évidemment sur le
le site de l'UJFP. Vous tapez tout simplement UJFP sur un moteur de recherche et vous allez arriver là-dessus. Et dedans, vous avez la charte, vous avez les communiqués, vous avez beaucoup d'informations. C'est assez intéressant. Voilà. Alors, dans la charte, on commence par dire le conflit entre Israéliens et Palestiniens ne peut être résolu qu'en mettant un terme à la domination d'un peuple par un autre et en mettant en œuvre le droit à l'autodétermination pour le peuple palestinien, y compris le droit de créer son propre État indépendant. Voilà. Le retrait d'Israël des territoires occupés depuis 1967 constitue une étape nécessaire à l'accomplissement de l'autodétermination palestinienne. Le droit à l'autodétermination est déjà, bien entendu, clairement établi pour le peuple israélien. Donc, le problème, il est là, c'est qu'on a un État qui est structuré, qui est reconnu internationalement, qui est juridiquement un État d'un côté, et de l'autre, on n'a pas d'État. C'est-à-dire on a un peuple qui vit sur un territoire dont les frontières ont été définies, reconnues internationalement en 1967. Mais dans ce territoire, aujourd'hui, il existe de l'ordre de 500 000 colons illégaux israéliens en Palestine. Donc, c'est comme si nous, on allait habiter au Luxembourg ou en Sarre et qu'on dise que c'est chez nous. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait inacceptable et contre lequel différentes associations se battent, et notamment l'Union juive française pour la paix. Voilà. Alors, la charte continue en disant toute forme étatique ultérieure que les peuples de la région pourront établir dépendra de l'évolution des relations entre ces peuples, notamment entre Palestiniens et Israéliens. On veut dire par là que s'il y a un peuple qui domine un autre, ça va être difficile de s'entendre et de faire la paix dans ces conditions-là. Et on est justement dans ce cadre-là aujourd'hui parce que souvent, quand j'entends des gens qui sont partisans d'Israël, on nous dit oui, mais les Palestiniens, c'est des rebelles ou c'est des terroristes ou c'est des... Bon, on compare deux choses qui sont totalement différentes. Ça, il faut quand même en être conscient. C'est que le rapport de nombre de morts, par exemple, entre Palestiniens et Israéliens, depuis toutes ces années, c'est quand il y a un mort israélien, c'est deux de trop, mais quand il y a un mort israélien, il y a 100 morts palestiniens. Voilà. Et récemment, il y a eu à la frontière de Gaza, j'en dirai un mot dans les brèves, il y a eu à la frontière de Gaza, quand même, depuis le mois de mars, quand même 300 jeunes entre 15 et 26 ans qui ont été froidement abattus par les troupes israéliennes, et des jeunes qui étaient évidemment désarmés et qui se battaient avec des cailloux. Voilà. Contre des gens qui avaient des gilets pare-balles et des casques, etc. Mais c'est vrai que cette association, l'Union juive pour la paix, c'est aussi une idée de casser le cliché personne juive égale personne pour Israël, Oui. égale personne. Alors que là, j'ai l'impression que c'est une association qui lève la tête et qui prône des positions pacifistes, parce que également notamment sur ce conflit-là, parce que c'est là qu'on les attend, mais également aussi sur d'autres plans. C'est aussi un soutien antiraciste, c'est aussi c'est une association, comme toutes les associations uniques en France, mais qui a un message particulier, notamment sur la question Israël-Palestine, mais pas que. Oui, bien sûr. Et justement, on peut faire... Bon, vous avez compris, je pense, la problématique JFP, peuple juif d'un côté, et soutien pour la paix, pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien. C'est son objectif, son objet social. Mais il y a aussi donc le mouvement pour une autre voie juive qui est encore davantage sur ce créneau dont tu viens de parler. Le mouvement pour une autre voie juive, lui, il a été créé à partir d'un manifeste qui a été publié en 2003, que j'ai eu l'honneur de signer moi-même, et donc qui commence comme ça, d'ailleurs, par rapport à ce que tu viens de dire, Stéphane, c'est
Voilà, le manifeste, pareil, hein, vous tapez avec vos petits doigts UAVJ sur un moteur de recherche et vous aurez différents documents, dont le manifeste en question. Et ce manifeste, il commence comme ça. Parce que nous ne pouvons pas supporter l'horreur devenue quotidienne au Proche-Orient, parce que quelques institutions et quelques hommes publics monopolisent abusivement l'expression des Français juifs. Ça, c'est une allusion au CRIF et puis les relations permanentes du CRIF avec le pouvoir en France, hein, qui est quand même quelque chose qui, nous, juifs, nous reste beaucoup en travers. Parce que nous rassemble une certaine idée de l'humanité, parce que devant les répercussions en France du conflit du Proche-Orient, la résurgence de l'extrême droite, et ça c'était en 2003, mais on a vu que c'est devenu de pire en pire, et la recrudescence d'actes antisémites. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans les actualités, il y a quelques jours, on nous a dit qu'il y avait une augmentation de 69% des actes antisémites. Ça, on peut dire un mot là-dessus. 69%, ça me paraît énorme, mais bon, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Nous sommes amenés à revendiquer publiquement la part juive de notre identité personnelle. Nous avons décidé de nous exprimer collectivement. Et ensuite, il y a tout un texte donc, qui va dans le même sens, bien sûr, qui est ce manifeste de 2003. Et par rapport à l'antisémitisme, moi, je veux dire que depuis quelques années, vraiment, j'ai le sentiment que l'antisémitisme est un outil pour l'actuel gouvernement israélien et qu'il utilise l'antisémitisme pour faire pression sur les Juifs. Et vous remarquerez qu'il y a eu 2 attentats épouvantables en France, je ne sais pas, dans les 10 dernières années. Et à chaque fois, on a eu le Premier ministre israélien qui rapplique et qui dit « mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'antisémitisme en France et si les Juifs le veulent, ils sont les bienvenus en Israël ». Voilà. Ça veut dire que moi, il faut savoir quand même que moi, je me suis fait traiter de sale juif quand j'étais gosse à l'école. Hein. Je me souviens avoir pleuré plusieurs fois, etc. C'est pas particulièrement rigolo parce qu'on comprend pas bien ce qu'on nous reproche. Hein. On m'accusait d'avoir tué le bon Dieu, mais bon, le bon Dieu, je le connais pas. Mais surtout, les Juifs, ils sont plus ou moins traumatisés par l'antisémitisme, par la Shoah, et on le serait à moins. Et quand on commence à remuer dans le sens de l'antisémitisme, ils prennent peur, et ils se raidissent, et ils ont 2 attitudes possibles. Soit ils donnent de l'argent à Israël, parce que pour eux, Israël, moi, c'était le cas quand j'étais enfant. Israël, c'est la protection contre l'antisémitisme, c'est la force des Juifs, etc. Et donc, ils filent du fric à Israël, notamment pour financer Tsahal. Et puis, l'autre possibilité, c'est qu'ils ne donnent pas du fric, mais ils font leur valise carrément, ils font ce qu'on appelle leur alia. C'est-à-dire, ils émigrent en Israël, et si vous êtes juif, vous avez d'office la nationalité israélienne, et donc ils s'installent là-bas. Ils s'installent à Tel Aviv ou à Jérusalem-Ouest, et puis ils restent là 2 ans, 3 ans, et après, on va leur filer du fric pour qu'ils aillent s'installer dans les colonies illégales israéliennes en Palestine. Ça veut dire que l'antisémitisme qui sévit en France et qui rend bien service à l'État d'Israël, eh bien, il est fait directement sur le dos du peuple palestinien. Voilà. Et puis, il y a aussi le sujet dès qu'une personne critique Israël, on le traite d'antisémitisme. Oui, ça, c'est la distinction entre antisionisme et antisémitisme. On a prévu de faire avant la fin de l'année 2018 une émission sur ce sujet-là. Oui, alors, je peux l'annoncer. Alors, alors, je l'annonce. Écoutez bien tous, autant que vous êtes. Nous écoutons. Donc, t'as bougé, Sarah. Écoute. Écoute, hein. Oui, j'écoute. Et donc, il y aura l'émission de décembre. Elle sera consacrée à une interview téléphonique de Pierre Stamboul, qui est un des dirigeants de l'Union juive française pour la paix et qui a organisé avec une autre adhérente, Sarah, une flottille en direction de Gaza. Oui, Pierre Stamboul lui-même est allé à Gaza, il pourra en dire un mot aussi, et on va expliquer un peu ce qui s'est passé, quelle est la situation actuelle. Mais si j'ai encore une minute tout à l'heure, à la fin, dans les brèves, je pourrais dire un mot aussi. D'accord. Voilà. Donc voilà pour l'Union juive française pour la paix et pour une autre voix juive. Je crois que sur une des 2, au moins, j'ai lu que
n'était pas nécessaire d'être juif pour, Ah non, pour mais les adhérer. deux. Ah, voilà, dans les deux. Oui, D'accord. les Donc, deux, les je deux, le dis pour oui. les Ben, auditeurs. nous, on n'est pas racistes. Hein. D'accord, très bien. Donc, je le dis pour les auditeurs. Vous pouvez aller voir sur ces, Oui, sur ces, sur ces sites. Personne n'est parfait, hein. Même si vous n'êtes pas juif, ça ne fait rien. On vous accepte. Bon, ben voilà. Donc ça c'est dit. Je propose qu'on fasse une première pause musicale, si tu le veux bien. Avec Jeff. Avec Jeff. Ah oui. Quand on a Yves, on a Jeff. Oui. Quel Ça cadeau. va ensemble. Eh bien, oui, il faut voilà, avec petite. Petite. Non, je suis bien quand même. Hein. Vous êtes sur Parole de Paix, vous écoutez l'émission Parole de Paix sur Radio Caraïbe Nancy 90.7, une émission qu'on peut retrouver aussi sur le site, ça je ne l'avais pas encore dit, mais sur le site de RCN, rcn-radio.org, on peut retrouver toutes les anciennes émissions et les télécharger, les podcaster. On est l'émission... YouTube. Sur YouTube maintenant, oui, maintenant qu'il y a des caméras, c'est filmé. Donc, Parole de Paix est diffusée toutes les semaines le vendredi de 17h à 18h, et puis il y a des rediffusions le dimanche soir de 18h à 19h, et le lundi matin, très tôt le matin. Je ne sais plus si c'est pas 6h ou 5h du matin. Oh là là, moi je dors. Ça. Donc c'est pour ça qu'il y a YouTube et il y a aussi le podcast. Dans cette émission de rentrée pour la 8e saison de Parole de Paix 2018-2019, on fait un petit peu le tour des associations qui portent cette émission, parce que c'est une émission collective par 6 associations pour l'instant, une émission qui est ouverte aux autres organisations qui partagent un peu notre envie de débattre et d'analyser un peu les conflits, la paix dans le monde. Nous avons parlé de l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, avec Patrice qui nous a présenté en début d'émission. On vient d'avoir Yves qui nous a parlé de l'Union juive française pour la paix et l'association Une autre voix juive. Le mouvement. Le mouvement, il aime les mouvements, il y a d'autres mouvements. Oui. Il y a une troisième ou quatrième association, l'association de solidarité avec le peuple sahraoui, l'ASPS Lorraine. Bonjour Sarah. Rebonjour Sarah. Bonjour, ouais. Et parle-nous un peu de l'ASPS. Ouais, alors je vais expliquer un peu, je vais présenter un peu cette association. Et puis finalement, ça va faire écho avec ce que disait Patrice ou Yves juste avant, parce qu'au final, c'est l'histoire d'un peuple occupé et d'un peuple qui demande son indépendance, hein, donc comme Palestine, alors que là, c'est le Sahara occidental. Mais ça, c'est beaucoup moins connu de la population Beaucoup moins française. connu, oui. Ouais. Ouais. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a encore pas... il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Donc voilà, déjà, c'est vrai que c'est un de notre but aussi, hein, en France, en tout cas, d'essayer de faire connaître le cas des Sahraouis, et puis d'en parler, de toucher un maximum de personnes, et puis voilà, d'être présent pour en parler, quoi, donc pour sensibiliser les gens à ça. Et du coup, donc le premier but de cette association, c'est d'aider justement les Sahraouis à organiser un référendum, parce que c'est ce qu'ils demandent. Ils demandent à avoir un référendum parce qu'ils veulent avoir cette liberté, ils veulent retrouver leur pays, donc le Sahara occidental occupé par le Maroc. Ça, c'est le sud du Maroc qui appartient normalement au Sahraoui. Il y a des reconnaissances internationales. Hein. Ouais. Vous en avez parlé dans des émissions précédentes, Oui. et vous en reparlerez dans d'autres émissions. Donc, au sud du Maroc, il y a une région où ce n'est pas des Marocains, c'est des Sahraouis qui sont soit en exil, soit fortement réprimés par le Maroc. Par le Maroc, c'est ça. Donc, pour la raison principale, c'est les matières premières. La mer, La mer, les tomates aussi. Oui. Voilà. Donc, pour ces matières premières, ces richesses-là, du coup, ils leur prennent leur terre. Donc, la première chose, c'est ce que demandent les Sahraouis, récupérer leurs terres, et pour ça, passer par le référendum. La deuxième chose aussi de l'association, le deuxième but de l'association, c'est de mobiliser les politiques, notamment sur les droits de l'homme. Parce que, comme tu le disais, le Sahara occidental, c'est une zone qui est occupée par les Marocains, et du coup, sujette à beaucoup de conflits. Donc, entre le Maroc et puis la police, par exemple, marocaine. Et quotidiennement, il y a des conflits. Et voilà, donc par l'occupant marocain.
Et puis, le dernier axe, comme on disait tout à l'heure, c'est d'aider cette fois donc, les Sahraouis, mais dans les camps de réfugiés. Puisqu'il existe des camps de réfugiés dans le sud de l'Algérie. L'Algérie accueille. L'Algérie accueille des réfugiés sahraouis, juste à l'entrée du désert, dans le sud, à côté de Tindouf. Et donc, nous, notre but, c'est d'améliorer, enfin de les aider en tout cas à améliorer leurs conditions de vie là-bas. Donc, on se rend là-haut et on discute avec eux. Ils nous disent ce dont ils ont besoin. Et puis, on fait comme on peut, pour les aider. Donc, ça peut être, moi, quand je suis arrivée dans l'association, ils venaient de terminer l'isolation d'une bibliothèque, par exemple. La dernière fois que je suis allée dans les camps de réfugiés, ils demandaient la construction d'une salle polyvalente dans une école. C'était une directrice d'école qui nous a demandé ça. Donc nous, quand on rentre ici, on essaie de trouver les subventions auprès des collectivités locales pour les aider à ça. Des projets concrets d'aide aux Sahraouis, là où ils sont actuellement. Dans les camps de réfugiés. Et un travail plus politique ou de sensibilisation de l'opinion et politique dans un contexte qui n'est pas forcément facile parce que quand on connaît les relations de la France et des gouvernements français avec les Maroc et la monarchie marocaine, c'est effectivement c'est peut-être ce qui explique le silence assez important sur cette question-là et dans les médias français et en général dans le monde politique. Oui, certainement. Et puis c'est ce qui est alors d'autant plus tragique parce que quand on va dans les camps de réfugiés sahraouis, les gens justement attendent beaucoup de la France. Alors ils attendent beaucoup de la France, des citoyens, des politiques. Mais alors, des citoyens, d'accord, mais alors des politiques. Oui, on doit bien les décevoir. Et donc régulièrement, depuis quelques années aussi, la SPS l'été fait venir des enfants en France, des enfants sahraouis, pour qu'ils aient aussi des vacances. Tout à l'heure, Patrice parlait pour les gens de Gaza, pour les gens qu'ils aient des droits à l'enfance, Mais c'est vrai que vos combats sont un peu parallèles. C'est similaire. C'est-à-dire que dans les deux cas, en fait, c'est des colonisations, c'est-à-dire la colonisation. Ça veut dire qu'on a un État qui occupe et on a un peuple qui est occupé puis qui subit tous les méfaits de la colonisation, quoi. C'est-à-dire c'est à la fois la violence, c'est le développement, c'est l'impossibilité de se développer, puis toutes les difficultés aussi pour faire connaître et reconnaître sa cause comme une cause juste au niveau international, puis avoir du soutien. Et je voudrais te poser une question, justement. Donc, en termes politiques, vous réussissez ici sur place à Nancy ou en Lorraine à avoir beaucoup de soutien, je ne sais pas, au niveau des députés, des maires. D'un point de vue politique, j'en veux pas tant que ça, en fait. Enfin, à mon avis, beaucoup moins que la FPS, de ce qui est des députés. Enfin, je pense qu'en fait, le truc, c'est que comme c'est pas médiatisé et comme les gens ne connaissent pas, du coup, les politiques, ils se disent, non, mais on s'en fiche, on les laisse. Vous avez quelques mairies qui vous soutiennent dans le département. Il y a des mairies qui nous soutiennent et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a les collectivités locales. Hervé Ferron à Tomblaine, qui soutient la cause sahraoui, par exemple. Alors, oui. Mais après, c'est pas non plus. Moi, je trouve que c'est pas assez, en tout cas. Oui, ce n'est jamais assez, de toute façon. On rêve d'avoir beaucoup plus. Donc, ça veut dire qu'il y a du travail encore à faire. Et donc, là aussi, si des gens qui nous écoutent souhaitent connaître votre travail et rejoindre la SPS, il y a aussi un site de la SPS Lorraine. Oui, alors il y a un site de la SPS, mais il y a surtout, parce que moi, je sais que je réponds vite et que je suis plutôt active là-dessus, il y a le Facebook aussi. Oui. Du coup, pour le Facebook, vous tapez ASPS-Lorraine et puis vous pouvez discuter avec nous et puis on peut échanger. Voilà, moi, en tout cas, je suis plus active là-dessus. Donc, voilà, ils peuvent sans souci adhérer, ne serait-ce même que pour discuter ou un peu comme vous faites pour la Palestine. On organise aussi des missions dans les camps de réfugiés sahraouis. Une à deux fois dans l'année. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, le but, c'est de discuter avec les Sahraouis pour voir ce dont ils ont besoin, mais c'est aussi pour faire découvrir aux gens. Donc, s'il y a des gens là qui nous écoutent et qui ont envie de voir, voilà. Alors, ils peuvent vous joindre. Ils peuvent aussi écouter régulièrement Parole de paix sur Radio Caraïbes ou télécharger parce que ils doivent parce que régulièrement, nous faisons des dossiers sur un sujet porté par l'une ou l'autre de nos organisations et régulièrement, on donne des informations les uns les autres presque à chaque émission. Et on le fait sérieusement. Mm-hmm.
Est-ce qu'on passe à une autre... Juste vas-y, une vas-y, dernière vas-y, chose, Sarah, parce que Sarah. du coup, tout à l'heure, on a failli en parler, c'était l'accueil des enfants. Oui, ah oui, pardon. Ouais, parce que ça fait, je sais plus, 3, Ouais. 4 années que ouais, maintenant on accueille des enfants, donc l'été. Donc c'est des enfants qui viennent des camps de réfugiés. Il fait super chaud là-bas, il fait 50 degrés en été. Donc du coup, pour qu'ils changent un peu d'air, pour leur faire découvrir autre chose, eh ben, la SPS Lorraine accueille entre 6 et 8 enfants en Lorraine. Adorable, Euh, hein. Adorable, les Adorable. gosses, hein. Bah Ils oui, sont tu vraiment... les as vus, ouais. Ah oui, Ouais. Ouais, des adorable. petites Super merveilles. content d'être là, super Ouais. content d'aller à la piscine, enfin de découvrir plein de choses, de discuter avec les gens. Enfin, voilà quoi, Belle c'est top. expérience. Tous les ans, pour ce projet-là, vous avez besoin de dons pour aider Ouais. à financer ce projet, et également des gens qui accueillent, des familles d'accueil, je Alors crois, tous oui, les ans. c'est ça, ouais. Alors on demande aux gens s'ils veulent accueillir un, deux ou deux enfants, et ben voilà, ils sont les bienvenus, ils nous demandent et puis à partir de là, on organise après les choses avec les familles d'accueil. Et oui, donc après, pour accueillir les enfants, on a besoin de dons parce qu'il y a il y a des billets d'avion, il y a les billets de train quand ils viennent du sud de la France avant d'arriver en Lorraine. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de choses comme ça. Donc Ça coûte, voilà, ok. donc on demande alors soit des dons ou alors on organise nous des choses comme des lotos ou des brocantes ou enfin voilà. Pour financer Ouais. ce projet-là, d'accord, bah, très bien. Je pense qu'on va en reparler, on en reparlera dans les émissions bien sûr. régulièrement. Je propose qu'on passe à une quatrième association qui est avec nous aussi depuis le début, c'est l'association Survie. L'association Survie, comme nom, comme ça, on ne connaît pas trop, voilà, sauf les auditeurs de RCN qui nous écoutent depuis 8 ans. Survie, c'est à la fois c'est une association qui est pas connue en tant que telle, mais en même temps, ses propositions, ses recherches, eh ben, elles commencent à passer dans la population, en tout cas dans les gens qui cherchent notamment sur les questions des liens entre la France et l'Afrique. Voilà. Merci Stéphane pour cette introduction. Je vais dire ce que Survie n'est pas. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le nom de l'association, Survie n'est pas une association à but humanitaire. Bien que, historiquement, cette association née d'un appel de prix Nobel contre l'extermination par la faim et l'extrême misère dans les années 80 ait donné lieu dans plusieurs pays européens à la naissance d'associations dont le but était d'inscrire des lois cadres dans les différents pays européens, lesquelles lois cadres devaient avoir pour objectif justement que les pays mènent des politiques collectives de lutte contre la faim et l'extrême misère. Donc l'idée à l'époque était que pour lutter contre ce fléau, il ne suffisait pas de s'en remettre à la charité individuelle, mais qu'il fallait inscrire des politiques publiques avec cette visée-là, donc combattre la faim et l'extrême misère. Il se trouve, donc on peut comprendre que le nom de l'association vienne de cet objectif. Il se trouve qu'en France, nous nous sommes heurtés justement, malgré le soutien des 3/4 des parlementaires, à ce que cette loi soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance parlementaire et qu'elle soit votée. Et ne comprenant pas très bien quels étaient les obstacles qui étaient mis en avant pour que cette loi cadre voie le jour, on a commencé un peu à creuser sur le terrain politique et on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément très bien compris en France, c'est que la classe politique dans son ensemble, alors il faut mettre un certain nombre de guillemets quand on parle de cela, mais je vais le détailler, tient à ce que les questions de politique entre la France et l'Afrique soient maintenues dans un espace qui ne soit pas forcément très démocratique. Et bien opaque. Assez opaque, très opaque. Ce qui a donné lieu à un terme aujourd'hui d'usage courant, vous le popularisez maintenant dans les médias, qui est le terme de France-Afrique. Qui vient de l'association Survie voilà, et d'un de ses chercheurs. Voilà, qui est le fruit d'un travail, et ça il faut beaucoup insister là-dessus, parce que cette association Survie, c'est une association qui travaille dans le champ politique, qui n'est pas une association partisane,
mais qui revendique ces travaux comme étant des travaux dans le champ politique. Et scientifique, parce que... Et scientifique, oui, tout à fait, parce qu'effectivement, on travaille sur des questions spécifiques à l'histoire. Effectivement, quand on analyse cette relation entre la France et l'Afrique, il faut partir d'assez loin, en particulier de la période coloniale ou de la fin de la période coloniale, et surtout de comprendre par quels mécanismes se sont produits les phases de transition entre la période coloniale et la période qui a suivi, où on voit que des mécanismes sont mis en place pour confisquer une partie de la souveraineté des États. Un peu, vous essayez de chercher ou de mettre à jour des ficelles qui maintiennent les pays suite à la décolonisation, qui quand même continuent à garder du lien. Les décolonisations ne seraient peut-être pas aussi... Oui, alors dans le mot France-Afrique, il y a deux piliers. Il y a un espèce de lien organique entre la France et l'Afrique, et qui malheureusement auprès de nos concitoyens ne paraît pas, si vous voulez, être l'objet d'un questionnement. Il y a un lien historique entre la France et l'Afrique, et nos concitoyens considèrent que ce lien est fondé et tout à fait acceptable en tant qu'objet politique. Et puis il y a un autre aspect, ce sont les déviances. Bon, en fait, le travail de survie montre que les déviances que l'on a identifiées, sur lesquelles on a beaucoup travaillé, y compris sur le plan judiciaire, proviennent du fait qu'on ne questionne pas le lien organique que la France a instauré avec l'Afrique. Voilà, je peux peut-être dévoiler au moins deux aspects clés de ce lien. Il y a déjà l'aspect monétaire. Je pense qu'on aura l'occasion dans les semaines ou les mois à venir. Mais ça, peut-être que les auditeurs ne le savent pas, c'est pas vraiment connu, que l'argent, le franc CFA notamment, ça voilà, parler, dépend directement de la France. Voilà, le lien monétaire, c'est un lien qui se fait au travers une monnaie qui est en circulation, donc dans 14 pays africains. Et cette monnaie en circulation, donc le franc CFA, qui a été rebaptisé, mais initialement, c'est quand même le franc des colonies françaises d'Afrique. Ouais. Et si vous voulez, il y a un certain nombre d'accords cadres qui font que les banques centrales des pays concernés, des 14 pays concernés, sont tenues de verser plus de la moitié de leurs réserves en devises auprès du Trésor public français. La Banque de France. La Banque de France, pour faire simple. Et donc, ce qui assure, si vous voulez, un contrôle d'échange qui se font entre ces pays avec les devises des autres pays, et qui permet aussi de faire un vrai contrôle des accords commerciaux, des échanges de marchandises, etc., des contrôles sur la dette, des contrôles sur l'évasion fiscale. C'est un outil extrêmement puissant. Donc il y a cet aspect effectivement institutionnel et qui est très rarement débattu, voire jamais débattu en France. Enfin, qui est le contrôle via la monnaie. Je pense qu'on en parlera à l'occasion de la sortie du livre de Fanny Pigeot. Hein. Le titre du livre est explicite. C'est l'arme invisible de la France-Afrique, et elle fait référence naturellement au franc CFA. Et il y a un autre aspect de ce lien organique, c'est la présence militaire française sur le continent africain, qui est multiforme, qui peut être une présence militaire permanente ou qui peut être une présence au travers d'opérations ponctuelles, des fois sous l'égide des Nations Unies, mais des fois sans l'accord des Nations Unies, et lesquelles, coopérations militaires se font dans des conditions... Sécuritaires, maintenant, c'est un peu... C'est coopération militaire ou sécuritaire. Alors, voilà, mais on a toutes les déclinaisons possibles, c'est-à-dire militaire, sécuritaire, fourniture d'armes, assistance, formation... éventuellement envoi de mercenaires quand il y a besoin. Bon, il y a... Là encore, c'est assez opaque. Et c'est très opaque, mais en France, effectivement, dans l'espace public français, si vous voulez, ces questions-là sont relativement peu questionnées. À Survie, nous essayons donc de travailler là-dessus, de produire des dossiers, de mener des enquêtes, et le cas échéant, nous allons même devant les tribunaux quand il y a lieu, quand on sait qu'il y a de la matière à enquêter, à poursuivre des individus pour des crimes commis. Oui. Voilà. Donc Survie,
continue un travail de fond sur les questions France et Afrique, et notamment, moi, dans un déséquilibre, c'est pas un échange, c'est un déséquilibre au profit de la France d'un certain nombre de pays africains. Oui, c'est-à-dire que cette politique, elle est conçue comme étant à l'avantage de la France. Voilà, et ça, c'est la question qui n'est jamais non plus clairement débattue, c'est est-ce que, par rapport à l'intérêt national français, jusqu'où on peut se permettre d'aller, sachant que la France a justement beaucoup d'outils institutionnels à sa disposition. J'ai parlé effectivement de la monnaie, j'ai parlé de la présence militaire. Je pourrais aussi ajouter un autre volet institutionnel qui est très important, c'est la place à l'ONU. Non seulement la place en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, mais j'ai eu l'occasion d'en parler il y a quelques jours. Par exemple, si on s'intéresse aux personnes qui dirigent le département des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, on se rend compte que depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, la personne qui dirige ce département aux Nations Unies, qui est l'un des départements très sensibles, est un Français. Il y a eu 5 Français de suite qui sont à la tête de ce département. Alors qu'à l'ONU, on a l'habitude de voir des rotations de pays. Là, c'est la France qui a pris le contrôle total. Le contrôle total de la question. De ce secteur. Avec la paix, c'est nous. Voilà. Mais c'est malheureusement dans le discours... parce qu'on est les meilleurs. Et puis ça reste, c'est des politiques néocoloniales. De toute façon, le colonialisme en Afrique, on n'en est pas sorti. On en est sorti en principe de 1960. C'est vraiment la date clé parce que on a eu le maximum de pays qui ont été décolonisés. Et c'est comme pour la Palestine ou pour les Sahraouis, si on parle d'une indépendance, il n'y a pas d'indépendance tant qu'un pays n'est pas économiquement viable. S'il n'est pas viable, ça veut dire qu'il n'y a pas de perspective et il n'y a pas moyen d'installer une démocratie, ces conditions de base. Donc l'attitude de la France, elle freine aussi en général toutes les vraies tentatives pour arriver à des états de droit de tous les citoyens en Afrique. C'est ça le fond du problème. Et quand on rajoute que c'est aussi maintenant le 3e vendeur d'armes du monde. C'est vrai que mettre à la tête des questions de la paix dans le monde, le 3e vendeur d'armes et un des pays qui a des liens opaques et de laisse vis-à-vis d'un certain nombre de pays, c'est effectivement, il n'y a que ici, et des associations comme Survie qui le questionnent, et il faut qu'on le questionne. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on aura des émissions cette année avec des sujets de fond. Peut-être juste pour clore la question, on a eu l'occasion tous ensemble de faire des émissions l'an dernier, je pense, qui ont été assez appréciées, même qui reviennent d'assez loin et qui permettent de partir de témoignages de personnes qui sont allées sur le terrain, y compris des militaires français, c'était intéressant, et qui produisent un discours qui est à rebours. Guillaume Ancel, tu parles. Oui, je parle bien sûr de Guillaume Ancel et d'autres. Il y a eu Thierry Prugnot et d'autres encore. Et véritablement, on peut partir d'un discours qui est produit par des gens qui ont vécu des expériences et qui les relatent. Et effectivement, à partir de là, nous avons la possibilité de produire des analyses qui ne soient pas des analyses préformatées. Et sur les questions de guerre et de paix, nous le savons malheureusement que trop. Nous avons nationalement une tendance à vouloir mettre en avant des questions patriotiques et à faire que nos concitoyens s'alignent assez facilement derrière un discours très convenu sur les questions militaires et de défense. Oui. Ça fait une belle transition. Merci. Il faudrait faire de l'objection de conscience. Voilà. Belle formule. Belle formule. Parce que justement, moi, je suis membre du mouvement de l'objection de conscience et donc très à l'aise. On est tous très à l'aise avec des autres associations qui produisent cette émission. Et effectivement, le mouvement de l'objection de conscience est un mouvement qui existe depuis longtemps. Beaucoup de personnes nous disent ça existe encore, le MOC, les objecteurs de conscience. Bien sûr que ça existe encore parce que le service militaire a été suspendu et non abrogé en 1997. Mais néanmoins, voilà, l'état du monde est encore beaucoup sous la mitraille et sous les armes. Et donc, nous, en 1988, donc même avant la fin du service militaire, on s'est appelé mouvement de l'objection de conscience. C'est-à-dire que c'est plutôt qu'on n'est pas et on n'a pas été à Nancy un prestataire pour les objecteurs qui faisaient leur service civil dans les années où il y avait un service militaire, mais on était
on préférait une dimension politique, une dimension où on réfléchit à ces questions-là déjà, et où on interpelle, et des questions qui sont toujours pas résolues et pas suffisamment sur la table aujourd'hui en 2018. Le mouvement de l'obédiction, c'est donc on revendique d'être une association antimilitariste. Alors, qui n'est pas une caricature militaire caca, militaire pas beau, l'armée aux chiottes, mais qui est bien un état d'esprit, une façon de faire de la politique. Fares vient de le dire, à cette émission, on a eu des militaires qui faisaient une analyse, des gens comme Guillaume Ancel, qui ont fait des livres et qui questionnent, y compris le fonctionnement de la France et de l'utilisation de l'armée française au Rwanda. Là, on l'avait eu pour Sarajevo, pour le Kosovo, pour la prise de Sarajevo. Sarajevo. Et donc, on est antimilitariste parce que le militarisme est quelque chose qui est totalement ancré de façon fluide dans la population française, alors qu'il faut questionner ce sujet-là. Comme le dit quelqu'un comme Claude Serfati, qui a fait un livre qui s'appelle Le Militaire, et je pense qu'on aura une émission avec lui cette année. Donc on est antimilitariste, on est pacifiste là aussi. Il faut oser des termes, même si c'est tous ces termes-là que nous on revendique, antimilitariste, pacifiste, non violent, même s'ils sont caricaturés, même si on a une image de pacifiste bêlant qui est. Eh ben non, nous le pacifisme c'est pas la paix à tout prix. Sur le dos de la justice, non, il faut de la justice, bien sûr les droits humains, et il n'y a pas de paix sans justice. Donc on est pacifiste, antimilitariste et non violent. Et notre but, quand on a changé notre formulation en 1988, c'était le but est de promouvoir et de populariser l'objection de conscience au militarisme sous toutes ses formes. Et donc, voilà, donc sur toutes ces questions de budget de l'armement, sur tous ces, donc le MOC, on est présent là-dessus. Donc, je vois que le temps a tourné un petit peu vite, donc je vais donner quelques liens pour nous joindre, nous, MOC. Bon, mais on se retrouvera sur RCN, bien sûr, régulièrement. Donc, on a un site qui s'appelle mocnancy.ouvaton.org. On a également un Facebook, il est plutôt plus à jour que le site, qui est moc.nancy. Et puis, on peut aussi nous écrire à mocnancy@ouvaton.org. Cette émission a passé relativement vite, mais on va se retrouver bien plus régulièrement cette année parce qu'on a augmenté quand même notre fréquence. On ne l'a pas dit. L'an dernier, on faisait une émission par mois. Maintenant, on est sur la grille de RCN tous les vendredis. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des émissions originales. Il y aura peut-être 2 ou 3 par mois originales. Et il y aura des rediffusions effectivement, régulièrement sur RCN. Et on nous retrouve tous sur le site rcn-radio.org. C'est bien. On se dit au revoir et on se dit à bientôt à tous. Oui, voilà, à bientôt et au plaisir. Voilà. Merci. Je voulais dire un mot sur Gaza, mais on le dira la fois prochaine.